Priya Sharma avait toujours rêvé de voir les pyramides. À 34 ans, cet ingénieur en informatique originaire de Mumbai menait une vie confortable, mais prévisible. Trajets matinaux dans des rues encombrées, longues heures passées à son bureau, à déboguer des codes, soirées avec ses parents âgés dans leur modeste appartement d'Andheri. Elle n'avait jamais voyagé seule à l'étranger. Elle n'en avait jamais vraiment eu besoin. Mais lorsque son amie d'université Fatima lui a envoyé son invitation de mariage, quelque chose s'est éveillé en elle. Fatima, qui avait déménagé au Caire 5 ans auparavant après avoir épousé un homme d'affaires égyptien, célébrait enfin le mariage de sa sœur cadette. L'invitation était très élaborée, avec une calligraphie arabe, dorée, en relief entrelacé de motifs traditionnels indiens. « Viens, s'il te plaît », avait écrit Fatima dans une note personnelle. « Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Le Caire est magnifique. Tu vas adorer cet endroit. » La mère de Priya, Sunita, n'était pas enthousiaste. « Seule ? En Égypte ? Pourquoi ne peux-tu pas y aller avec quelqu'un ?» s'inquiétait-elle en se tordant les mains, tandis qu'elle regardait sa fille faire ses valises. Ces pays musulmans, ils sont différents. Une femme seule. « Maman, Fatima vit là-bas », la rassura Priya en pliant soigneusement un sari en soie dans sa valise. « Elle y est depuis 5 ans. C'est parfaitement sûr. De plus, je resterai avec sa famille la plupart du temps. » Ce que Priya ne mentionna pas, ce qu'elle avait du mal à admettre même à elle-même, c'est qu'elle en avait besoin. À 34 ans, elle avait l'impression que la vie lui échappait. Alors que ses amis se mariaient et avaient des enfants, elle restait célibataire, sa dernière relation ayant pris fin 3 ans auparavant. Son travail, autrefois passionnant, était devenu monotone. Elle voulait vivre une aventure, ne serait-ce que pendant 2 semaines. Elle voulait se sentir vivante. Le vol pour le Caire a décollé de Mumbai le 15 septembre. Priya a pris un siège côté hublot, le cœur battant à tout rompre, à la fois nerveuse et excitée, lorsque l'avion a décollé. 13 heures plus tard, alors que l'aube se levait sur le désert, elle a collé son visage contre le hublot et l'a vu. Le Caire, antique et immense, s'étendant sous un voile de smog matinal. L'aéroport international du Caire a immédiatement submergé ses sens. La chaleur l'a frappée comme une force physique lorsqu'elle est sortie du terminal climatisé. Des annonces en arabe résonnaient dans les haut-parleurs, incompréhensibles et musicales. Des hommes vêtus de galabeya traditionnels se pressaient, tirant leurs bagages. L'odeur de la fumée de cigarette se mêlait à celle des épices et des gaz d'échappement. Fatima était censée l'accueillir à son arrivée, mais la foule était dense et chaotique. Priya se tenait près d'un pilier, ses 2 valises à ses pieds, scrutant les visages. 10 minutes passèrent. Puis 20, elle vérifia son téléphone, toujours pas de réseau. La carte SIM internationale qu'elle avait achetée ne fonctionnait pas correctement. « Mademoiselle, vous avez l'air perdue. » La voix venait de sa gauche. C'était de l'anglais avec un accent doux et cultivé. Elle se retourna et vit un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, en pantalon sombre et chemise blanche impeccable. Il avait les yeux gentils et un sourire chaleureux. « Vous avez besoin d'aide ?» Priya hésita. Les avertissements de sa mère résonnaient dans son esprit, mais l'homme semblait inoffensif, professionnel. « J'attends mon amie, » dit-elle prudemment. « Elle est censée venir me chercher. »« Ah, la circulation au Caire, » dit l'homme avec compassion. « C'est terrible, surtout le matin. Elle est probablement coincée dans les embouteillages. Au fait, je m'appelle Ahmed. Je travaille pour une agence de tourisme. Je suis ici pour rencontrer un client, mais ils sont en retard eux aussi. » Il désigna une pancarte sur laquelle était inscrit un nom allemand. « Voulez-vous vous asseoir? Il y a un café juste là. Vous pourrez surveiller votre ami et vous mettre à l'abri de cette chaleur. » Quelque chose dans son attitude la mit à l'aise. Il n'était pas insistant, il gardait une distance respectueuse. « C'est très gentil, » dit Priya, « mais je préfère rester ici où elle pourra me voir. »« Bien sûr, acquiesça Ahmed.
Puis-je au moins vous aider avec vos bagages? Ils ont l'air lourds. » Avant qu'elle n'ait pu refuser, il avait déjà soulevé légèrement l'une de ses valises. « Vous voyez? Elles sont très lourdes. Laissez-moi au moins les déplacer sur ce banc là-bas, on y voit mieux l'entrée. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Non pas par la force ou par des menaces, mais par un petit geste de gentillesse. Un inconnu serviable dans un pays étranger. Ce que Priya ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'Ahmed n'attendait aucun client allemand. Le panneau n'était qu'un accessoire. Il venait à l'aéroport 3 ou 4 fois par semaine, toujours à l'affût de femmes voyageant seules, toujours prêt à leur offrir son sourire chaleureux et son aide. Fatima arriva 40 minutes plus tard, essoufflée et pleine d'excuses. « Priya, je suis vraiment désolé, il y avait un trafic fou, et puis je n'arrivais pas à trouver de place pour me garer. » Elle s'interrompit en remarquant Ahmed qui se tenait à proximité. « Oh, quelqu'un vous a aidé ? Ce monsieur a eu la gentillesse de me tenir compagnie, » répondit Priya. « Ahmed, voici mon amie Fatima. » Ahmed sourit et tendit la main. « Je voulais juste vous aider. Votre amie semblait un peu perdue. C'est votre première fois au Caire ? » « Oui, » confirma Priya. « Eh bien, vous allez adorer cet endroit, » dit Ahmed. Il fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, visite guidée, recommandations de restaurants, transport, n'hésitez pas. Mon entreprise est spécialisée dans la découverte du vrai Caire, pas seulement des pièges à touristes. » Il tendit la carte à Priya, ses doigts effleurant brièvement les siens. « Profitez bien de votre séjour. » Alors qu'Ahmed s'éloignait, Fatima fronça légèrement les sourcils. « Méfiez-vous de ces rabatteurs à l'aéroport, » dit-elle. « Ils essaient toujours de vous vendre quelque chose. » Mais Priya mit la carte dans sa poche. Il y avait quelque chose de différent chez Ahmed, quelque chose d'authentique. La carte indiquait « Ahmed Hassan Al-Masri, visite privée et expérience culturelle », avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Elle regarderait à nouveau cette carte 3 jours plus tard. Et lorsqu'elle le ferait, elle prendrait une décision qui déclencherait une série d'événements qui ne se dévoileraient pas complètement avant 60 jours. 60 jours qui l'amèneraient de la joie d'une célébration de mariage à un cauchemar qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 60 jours qui se termineraient par la publication de son nom dans les journaux de 2 pays. 60 jours qui lui apprendraient que la gentillesse peut être une arme et que la confiance peut être mortelle. Mais ce premier matin au Caire, sous un soleil radieux et bras dessus, bras dessous avec son ami, Priya ne ressentait rien d'autre que de l'excitation. Les pyramides l'attendaient, le mariage l'attendait, une aventure l'attendait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre l'attendait aussi, l'observait, planifiait, et que la rencontre à l'aéroport n'avait rien d'un hasard. Jour 3 à 12. Instaurer la confiance grâce à une gentillesse calculée. Le mariage était tout ce que Priya avait imaginé. 3 jours de célébration mêlant traditions égyptiennes et indiennes. La famille de Fatima l'accueillit chaleureusement, mais quelque chose clochait. Fatima semblait distraite, stressée. Son mari, Omar, était poli, mais distant. L'appartement qu'il partageait à Mahadi était tendu. Le 4e jour, Priya décida de partir explorer seule. Elle sortit la carte d'Ahmed. « Bonjour, mademoiselle Priya. » Sa voix était chaleureuse lorsqu'il répondit. « J'espérais que vous m'appelleriez. Comment se passe votre séjour au Caire ?»« C'est merveilleux, » répondit-elle. « Je pensais peut-être faire une visite guidée. Les pyramides, bien sûr, mais pas comme un touriste. Je vais vous montrer le vrai Égypte. Demain matin, 9 heures, je viendrai vous chercher. » Ahmed arriva pile à l'heure dans une voiture propre et modeste. Il passa toute la journée à être le guide parfait, compétent, respectueux, sans jamais dépasser les limites. Il l'emmena voir les pyramides, bien sûr, mais aussi dans de petits cafés fréquentés par les habitants, lui expliquant l'histoire et la culture égyptienne avec une passion sincère. « Vous êtes différente des autres touristes, » lui a-t-il dit alors qu'ils étaient assis face au Nil, au coucher du soleil. « Vous voulez vraiment comprendre. La plupart des gens se contentent de prendre des photos et de repartir.
Au cours de la semaine suivante, Ahmed est devenu son compagnon. Il ne lui a jamais demandé de paiement. « Vous êtes l'ami de Fatima », disait-il. En Égypte, l'hospitalité est sacrée. Il lui a présenté sa sœur, Laïla, une femme sympathique qui a emmené Priya faire du shopping au bazar Khan el-Khalili. Il lui a montré des mosquées, lui a appris des phrases de base en arabe, l'a fait rire avec des anecdotes sur la vie quotidienne en Égypte. Ce que Priya n'a pas remarqué, ce sont les petites manipulations. Comment Ahmed payait toujours tout, créant ainsi un sentiment de dette. La façon dont il critiquait subtilement Fatima. Elle a changé depuis qu'elle a épousé Omar. Elle est très froide maintenant, n'est-ce pas? La façon dont il se présentait comme son seul véritable ami au Caire. La façon dont il recueillait soigneusement des informations. Elle était célibataire, aisée financièrement, seule, avait des relations distantes avec sa famille. Le 12e jour, alors qu'ils étaient assis dans un café tranquille à Zamalek, l'attitude d'Ahmed changea légèrement. « Priya, puis-je être honnête avec vous ?» Ses yeux plongèrent dans les siens. « Ces derniers jours ont compté pour moi. Vous n'êtes pas seulement une cliente, vous êtes quelqu'un de spécial. » Son cœur fit un bond. Elle aussi avait ressenti cette connexion, mais son esprit rationnel résistait. « Ahmed, je pars dans 3 jours. Je sais. » Il tendit la main au-dessus de la table, la posant près de la sienne sans tout à fait la toucher. « C'est pourquoi je dois te dire ça maintenant. Je pense que nous avons quelque chose de rare. Je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué, mais... » Il fit une pause, le regard vulnérable. « Et si tu prolongeais ton voyage, juste quelques jours de plus, voyons où cela nous mène. » L'esprit de Priya s'emballa. C'était fou, elle le connaissait à peine. Mais quand quelqu'un l'avait-il regardé comme Ahmed le faisait? Quand quelqu'un l'avait-il fait se sentir aussi vivante? « Je vais y réfléchir, » murmura-t-elle. Ce soir-là, elle changea son vol. « Juste 5 jours de plus, » se dit-elle. Que pouvait-il se passer en 5 jours? Fatima était furieuse. « Tu as prolongé ton voyage pour un homme que tu as rencontré il y a 10 jours? Priya, c'est de la folie !» Elle se tenait dans la cuisine de Fatima, parlant à voix basse pour qu'Omar ne les entende pas. « Tu ne comprends pas, » dit Priya sur la défensive. « Ahmed est différent. Il est gentil, instruit, respectueux. C'est un inconnu. » Les yeux de Fatima brillaient d'inquiétude. Ces hommes, ils ciblent les femmes étrangères. Ce sont des professionnels. Écoute-moi, s'il te plaît. « Tu as changé, » rétorqua Priya, les paroles d'Ahmed résonnant dans son esprit. « Avant, tu étais aventureuse. Maintenant, tu es juste paranoïaque. » Leur amitié se brisa ce matin-là. Dans l'après-midi, Priya avait déménagé dans un petit hôtel à Doki, sur la suggestion d'Ahmed. « Tu as besoin de ton indépendance », lui avait-il dit gentiment. « Fatima a de bonnes intentions, mais elle ne comprend pas ce que nous avons. » Seule au Caire, Priya devint complètement dépendante d'Ahmed. Il était là tous les matins, tous les soirs. Il l'emmena rencontrer sa famille, des gens chaleureux et accueillants qui la traitèrent comme leur fille. Sa mère lui offrit même un bracelet en or. « Pour ma future belle-fille », dit la vieille femme, les larmes aux yeux. Au 5e jour de son séjour prolongé, Ahmed lui parla de mariage. « Je sais que c'est rapide, » dit-il en lui tenant les mains. « Mais en Égypte, quand on sait, on sait. Je veux construire une vie avec toi. Tu pourrais trouver un emploi ici. Les entreprises technologiques du Caire ont besoin de quelqu'un avec tes compétences. Nous pourrions avoir une belle vie ensemble. » Priya avait la tête qui tournait. Se marier? Déménager en Égypte? Mais quand Ahmed l'embrassa sur le front et lui murmura « Tu es mon âme sœur », le doute se dissipa pour laisser place à l'espoir. Le 18e jour, l'attitude d'Ahmed changea. Il semblait stressé, distrait. Finalement, il avoua « Ma mère doit se faire opérer. C'est son cœur. Nous n'avons pas assez d'argent. Le système médical ici n'est pas comme en Inde. » Sa voix se brisa. « Je suis désolé, je ne devrais pas t'imposer ce fardeau. »« Combien te faut-il »
demanda immédiatement Priya. Non, non, je ne peux pas te demander ça. Ahmed, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Il hésita, puis donna un chiffre, 3000 dollars américains. Ce n'était pas énorme, mais c'était une somme importante. Priya effectua le virement le lendemain. Ahmed était submergé de gratitude. Les larmes coulaient sur son visage. « Je te rembourserai, promit-il, dès que j'aurai obtenu le prêt commercial le mois prochain. » Mais 3 jours plus tard, une autre crise survint. L'agence de tourisme devait faire face à des taxes imprévues. Pouvait-elle lui prêter 2000 dollars supplémentaires, juste temporairement? Il lui montra des documents, des papiers officiels en arabe qu'elle ne pouvait pas lire. Elle transféra l'argent. Son compte d'épargne diminuait, mais c'était l'homme qu'elle aimait. C'était son avenir. Ce que Priya ignorait, c'est que la mère d'Ahmed était une actrice, payée 50 dollars pour son rôle. La famille était complice d'un stratagème bien rodé. Les documents étaient des faux. Et Ahmed Hassan al-Masri n'était même pas son vrai nom. Le 21e jour, alors que Priya était seule dans sa chambre d'hôtel, son téléphone vibra. Un email de sa banque. Activité inhabituelle détectée sur votre compte. Un autre de sa mère. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Nous sommes inquiets. Pour la première fois depuis son arrivée au Caire, un frisson de doute lui parcourut l'échine. L'appel téléphonique arriva à 2 heures du matin. La voix d'Ahmed était affolée. « Priya, j'ai besoin que tu viennes. Tout de suite, c'est urgent. » Encore à moitié endormie et confuse, elle s'habilla rapidement. Une voiture l'attendait devant son hôtel. Ce n'était pas le véhicule habituel d'Ahmed, mais un taxi délabré conduit par un homme qui ne parlait pas anglais. Ils roulèrent pendant 40 minutes dans un quartier inconnu où les bâtiments tombaient en ruine et les rues étaient sombres et étroites. L'appartement où ils s'arrêtèrent n'avait rien à voir avec la maison familiale d'Ahmed. Il était spartiate et sale. Ahmed faisait les 100 pas à l'intérieur, son calme habituel ayant volé en éclats. « La police, dit-il rapidement. Il y a eu un malentendu avec l'entreprise. Ils disent que je dois des impôts, mais c'est une erreur. J'ai besoin de 8000 dollars pour régler ça avant qu'ils ne m'arrêtent demain. » Priya eut un pincement au cœur. « 8000 dollars? Ahmed, je n'ai pas... Tu dois les avoir. » Sa voix monta, désormais pleine de colère. Elle ne l'avait jamais entendu se mettre en colère. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai passé des semaines à te faire découvrir le Caire, à te présenter à ma famille, à planifier notre avenir, et maintenant que j'ai besoin de toi, tu refuses ?» Le changement était brutal. Ce n'était pas l'Ahmed doux et patient qu'elle connaissait. Son regard était dur, calculateur. « Je t'ai tout donné, » continua-t-il. « Mon temps, mon cœur, tu me dois bien ça. »« J'ai besoin de réfléchir, » commença Priya, mais Ahmed lui saisit le poignet. Pas violemment, mais fermement. Un avertissement. « Tu n'as pas le temps de réfléchir. L'argent, maintenant. » La peur envahit ses veines. « Lâche-moi !» Il le fit, redevenant immédiatement l'amant repentant. « Je suis désolé, le stress, je ne voulais pas. » Mais le masque était tombé. Priya avait vu ce qui se cachait derrière. Elle promit de trouver l'argent, mentant pour gagner du temps. Ahmed la raccompagna lui-même, son humeur oscillant entre le désespoir et la rage. Lorsqu'elle arriva enfin à son hôtel, elle verrouilla la porte et s'assit sur le lit, les mains tremblantes. À l'aube, elle appela Fatima. « Tu avais raison, » murmura-t-elle. « Tu avais raison sur tout. » Fatima arriva dans l'heure qui suivit avec Omar. Ils emmenèrent Priya au poste de police de Mahadi où un agent ennuyé écouta son histoire. « Vous lui avez donné de l'argent de votre plein gré ?» demanda l'agent dans un anglais approximatif. « Sans contrainte ? » ?»« Non, mais... » »« Alors, ce n'est pas un crime, c'est un conflit relationnel. » Il haussa les épaules. « Si vous voulez porter plainte, très bien, mais il ne se passera rien. Vous lui avez donné de l'argent en cadeau. » Omar secoua la tête d'un air sombre. « Nous devons vous faire sortir d'Égypte aujourd'hui. » Mais ce n'était pas si simple.
Lorsque Priya a essayé d'accéder à son compte bancaire pour acheter un billet d'avion, elle a découvert qu'il était bloqué. Activité suspecte selon la banque. Le traitement prendrait 3 à 5 jours ouvrables. Ses cartes de crédit avaient atteint leur limite maximale à cause des virements à Ahmed. Et Ahmed savait où elle séjournait. Cette nuit-là, le téléphone de sa chambre d'hôtel sonna. Elle ne répondit pas. Il sonna à nouveau. Et encore. À minuit, quelqu'un frappa à sa porte, des coups légers et insistants. « Priya, s'il te plaît, nous devons parler. Je t'aime. Ne gâche pas ce que nous avons. » Elle s'est assise dans un coin, le téléphone serré dans sa main, paralysée par la peur. Les coups ont continué pendant 20 minutes avant de finalement s'arrêter. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Priya a changé d'hôtel le lendemain matin, payant en espèces une chambre dans un immeuble banal à Héliopolis. Elle n'en a pas parlé à Ahmed. Elle en a à peine parlé à Fatima, communiquant uniquement par le téléphone d'Omar. Mais, d'une manière ou d'une autre, Ahmed l'a retrouvée. Les messages ont immédiatement commencé, des dizaines par jour. Certains étaient affectueux. « Priya, mon cœur, pourquoi te caches-tu de moi? Nous pouvons surmonter cela. » D'autres étaient menaçants. « Tu penses pouvoir partir comme ça, après tout ce que j'ai investi en toi ?» Et certains étaient effrayants. « Je sais où tu es. Je te surveille en permanence. » Au 38e jour, le passeport de Priya a disparu du coffre-fort de son hôtel. Elle l'a signalé à l'ambassade indienne, un bureau exigu de Garden City où un agent consulaire surchargé de travail a pris ses coordonnées avec une efficacité lasse. « Nous pouvons vous délivrer un document de voyage d'urgence, a-t-il dit, mais cela prendra au moins 10 jours et vous aurez besoin d'un rapport de police. » De retour au poste de police de Mahdi, le même agent blasé s'est montré encore moins serviable qu'auparavant. « Votre passeport a disparu? Vous l'avez peut-être perdu? L'hôtel l'a peut-être volé. Comment puis-je savoir que c'est Ahmed qui l'a pris ?» Il alluma une cigarette et souffla la fumée vers le plafond. « Déposez plainte si vous voulez, mais sans preuve. » Omar la prit à part. « Ici, la police se fiche des problèmes relationnels des étrangers. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas une priorité pour eux. » Mais Priya découvrait qu'Ahmed avait fait d'elle une priorité. Le 40e jour, le directeur de son hôtel frappa à sa porte, désolé mais ferme. « Mademoiselle, vous devez partir. Un homme est venu vous demander, il était très agressif, il a proféré des menaces. Nous sommes un petit hôtel, nous ne pouvons pas avoir ce genre de problème. » Elle déménagea à nouveau, et encore. À chaque fois, Ahmed la retrouvait en quelques jours. Elle comprit qu'il devait avoir des relations. Des chauffeurs de taxi, des employés d'hôtel, des gens qui lui fournissaient des informations. Le Caire, qui lui avait semblé si vaste et passionnant, lui apparaissait désormais comme une toile d'araignée dont elle était prisonnière au centre. Fatima voulait l'aider, mais elle était terrifiée. Omar dit qu'Ahmed est peut-être lié à des personnes dangereuses, avoua-t-elle le 43e jour. Ces réseaux d'escroquerie sentimentale sont organisés. Si nous insistons trop... Elle n'a pas terminé sa phrase, mais sa peur était palpable. Priya n'avait presque plus d'argent. Elle ne pouvait pas travailler car elle était titulaire d'un visa touristique. Sa famille à Mumbai, sentant que quelque chose n'allait pas malgré ses appels téléphoniques évasifs, lui avait envoyé $1000. Mais même cette somme diminuait rapidement. Elle ne mangeait qu'un repas par jour, séjournait dans des hôtels de plus en plus bon marché et sentait qu'elle était en train de s'effondrer. Le 47e jour, sa mère l'a appelée, la voix tendue par la panique. « Priya, la police est venue chez nous. Ils nous ont interrogés sur des transferts d'argent vers l'Égypte. Ils disent que cela pourrait être lié au financement du terrorisme. » Priya a senti son sang se glacer. « Maman, non, ce n'est pas ça, c'est... » Mais comment pouvait-elle expliquer qu'elle avait été assez stupide pour se faire avoir par un escroc, qu'elle avait envoyé des milliers de dollars à un homme qu'elle connaissait à peine? Les autorités indiennes étaient désormais impliquées, ce qui signifiait que sa situation n'était plus privée, et si elles enquêtaient sur la trace de l'argent, elles trouveraient Ahmed.
Mais elle la trouverait aussi, elle, une femme stupide qui avait enfreint les réglementations financières et qui risquait de subir elle-même des conséquences juridiques. Tout était en train de déraper. Le 49e jour, les messages d'Ahmed prirent une tournure plus sombre. Vous avez commis une grave erreur en impliquant les autorités. Mes associés n'apprécient pas cette attention. Si vous ne rectifiez pas la situation, si vous ne remboursez pas ce que vous me devez pour les ennuis que vous avez causés, il y aura des conséquences. Ce qu'elle lui devait, l'absurdité de la situation aurait été risible si elle n'avait pas été aussi terrifiée. Mais la menace était réelle. Cette nuit-là, quelqu'un l'a suivie jusqu'à son hôtel. Un homme à moto, qui roulait à une distance constante de 10 mètres derrière son taxi. Lorsqu'elle se retourna, il leva son téléphone et la prit en photo. Priya appela Fatima en hyperventilation. « Ils me suivent, ils prennent des photos. Et s'ils... »« Viens à notre appartement », lui répondit immédiatement Fatima. « Tout de suite. Omar et moi, on va trouver une solution. » Mais lorsque Priya arriva devant l'immeuble de Fatima, le portier l'arrêta. « Monsieur Omar m'a dit de vous dire que ce n'était pas sûr. Les hommes d'Ahmed surveillent l'immeuble. Vous ne pouvez pas monter. » Elle se retrouva dans les rues du Caire à minuit, sans endroit où aller, sans personne à qui se fier, regardant les lumières dans les fenêtres des appartements et se demandant lesquelles appartenaient à des gens qui voulaient lui faire du mal. Son téléphone vibra. Un autre message d'Ahmed. « Demain, ça fera 50 jours. Le temps presse. » Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. 50 jours depuis son arrivée. En quoi était-ce important? Puis son téléphone sonna. Un numéro égyptien inconnu. Contre son bon sens, elle répondit « Mademoiselle Sharma ». La voix était professionnelle, féminine, avec un accent britannique. « Je m'appelle Yasmine El Saïd. Je suis inspectrice à la police touristique égyptienne. Nous avons reçu des informations concernant votre situation avec Ahmed Hassan, ou quel que soit son vrai nom. Nous aimerions vous parler. Pouvez-vous vous rendre au poste de police de la place Tahrir demain matin ?» L'espoir jaillit dans le cœur de Priya. Enfin quelqu'un qui pouvait l'aider. « Oui, oui, je viendrai. Venez seul, » dit la femme. « N'en parlez à personne. Et mademoiselle Sharma, soyez très prudente ce soir. » La ligne fut coupée. Priya resta debout dans l'obscurité, son téléphone à la main, et réalisa qu'elle ne savait plus à qui faire confiance. Était-ce vraiment la police, ou s'agissait-il d'une autre ruse d'Ahmed? Au Caire, rien n'était ce qu'il semblait être. Le lendemain, c'était le 50e jour. Et quoi qu'Ahmed ait prévu, quel que soit le compte à rebours qu'il suivait, il était sur le point d'arriver à son terme. Priya passa la nuit dans un McDonald's ouvert 24 heures sur 24 à Nasr City, l'un des rares endroits où elle se sentait relativement en sécurité sous les lumières fluorescentes et les caméras de sécurité. Elle ne dormit pas. Chaque personne qui entrait pouvait être l'un des associés d'Ahmed. Chaque ombre à l'extérieur de la fenêtre pouvait être une menace. À 8 heures du matin, épuisée et paranoïaque, elle prit un taxi pour se rendre au poste de police de la place Tahrir. Le bâtiment était imposant. Béton gris, gardes armés à l'entrée, drapeau égyptien flottant mollement dans l'air humide du matin. Elle donna son nom à l'accueil et attendit. L'inspectrice Yasmine El Saïd est arrivée 21 minutes plus tard. Elle avait la trentaine, était en civil, portait un pantalon sombre, un chemisier sobre et un hijab soigneusement épinglé. Elle avait le regard perçant et inquisiteur. « Mademoiselle Sharma, merci d'être venue. Veuillez me suivre. » Elles se rendirent dans une petite salle d'interrogatoire. Yasmine ferma la porte et s'assit en face de Priya, glissant un dossier sur la table entre elles. « Tout d'abord, je dois confirmer, vous êtes ici de votre plein gré pour parler d'Ahmed Hassan Al-Masri, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Priya, la voix rauque à cause du manque de sommeil. « Il m'a menacé. Il m'a pris mon argent, des milliers de dollars. Il a mon passeport. Ces hommes me suivent. » Yasmine leva la main. « Je sais. Nous surveillons Ahmed depuis 6 mois.
Il fait partie d'un réseau plus vaste qui cible les femmes étrangères, principalement originaires d'Inde, de Chine et d'Asie du Sud-Est. Nous estimons qu'il a escroqué au moins 15 femmes au cours des 3 dernières années, pour un montant total de plus de 200 000 dollars américains. Ce chiffre frappa Priya comme un coup physique. 15 femmes. Elle n'était pas spéciale, elle n'était pas unique, elle n'était qu'une autre victime, un autre numéro dans le registre d'Ahmed. « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» demanda Priya, la colère montant malgré son épuisement. Le visage de Yasmine se durcit. Parce qu'Ahmed est intelligent. Il n'utilise jamais la force. Tout est techniquement consensuel. Les femmes lui donnent de l'argent de leur plein gré, croyant qu'elles sont en couple. En vertu de la loi égyptienne, cela rend les poursuites très difficiles. Et les femmes veulent rarement porter plainte parce qu'elles sont gênées ou que leur famille les pousse à se taire. Elle ouvrit le dossier et étala des photos. Priya eut un haut le cœur. Il s'agissait de photos de surveillance. Ahmed rencontrant différentes femmes à l'aéroport, dans des cafés, dans des voitures. Certaines femmes semblaient indiennes, d'autres chinoises. Une semblait être philippine. Toutes seules, toutes vulnérables. « Nous avons monté un dossier, poursuivit Yasmine, mais nous avons besoin de victimes prêtes à témoigner. La plupart quittent l'Égypte et ne reviennent jamais. Mais vous... » Elle se pencha en avant. « Vous êtes toujours ici, et votre gouvernement est désormais impliqué en raison des irrégularités financières. Cela nous donne un moyen de pression. »« Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Priya. « Nous avons besoin que vous rencontriez Ahmed. Portez un micro. Faites-lui avouer ce qu'il a fait, qu'il a frauduleusement pris votre argent, qu'il a volé votre passeport, qu'il vous a menacé. » Avec cet enregistrement, combiné aux preuves que nous avons rassemblées, nous pourrons l'arrêter et peut-être démanteler le réseau. Les mains de Priya tremblaient. Il s'en rendra compte. Il est trop intelligent. Il saura que c'est un piège. C'est possible, admit Yasmine. C'est pourquoi nous vous le demandons, nous ne vous l'ordonnons pas. Vous pouvez refuser. Vous pouvez prendre vos documents de voyage d'urgence, rentrer chez vous en Inde et ne plus jamais repenser au Caire. Mais Ahmed sera toujours là. Et il y aura une autre femme le mois prochain, puis une autre après cela. Le poids de la décision pesait lourdement sur Priya. Son instinct lui criait de fuir, de quitter l'Égypte et de ne jamais y revenir. Mais elle pensa aux autres femmes sur les photos. Elle pensa à la prochaine victime qui arriverait à l'aéroport, pleine d'espoir et naïve, marchant droit dans le piège tendu par Ahmed. « Je vais le faire, » dit-elle. Jour 52. Le piège. Ils planifièrent tout méticuleusement. Priya enverrait un SMS à Ahmed pour accepter de le rencontrer, lui disant qu'elle avait accès à plus d'argent et qu'elle voulait arranger les choses entre eux. La rencontre aurait lieu dans un café de Zamalek, un lieu public offrant une bonne visibilité aux agents infiltrés. Yasmine installa elle-même le micro. Un minuscule microphone collé entre les seins de Priya, l'émetteur caché dans le creux de son dos. « Si quelque chose ne va pas, dit Yasmine. Si tu te sens menacé, dis le mot Mumbai. Nous interviendrons immédiatement. » Le SMS de Priya à Ahmed était simple. « Je suis désolé d'être parti. Peut-on discuter? Tu me manques. » Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Mon amour, je savais que tu reviendrais. Dis-moi quand et où. » Jour 53. La rencontre Ahmed arriva au café tel l'homme que Priya avait rencontré pour la première fois à l'aéroport. Bien habillé, avec un sourire chaleureux et un regard bienveillant. Pendant un instant, elle en oublia presque qui il était vraiment. « Priya » dit-il en se levant pour l'embrasser. Elle se força à ne pas tressaillir. « J'étais tellement inquiet, tu avais disparu, tu ne répondais pas à mes appels. » Ils s'assirent. Ahmed commanda du thé pour eux deux avec des gestes fluides et assurés. Le cœur de Priya battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « J'avais peur, » dit-elle, suivant le script que Yasmine lui avait enseigné. « Tout s'est passé si vite, l'argent, la pression, j'ai paniqué. » Ahmed tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Son contact lui donna la chair de poule. «
Je comprends. J'ai trop insisté. Mais tu dois comprendre que j'étais désespéré. Les problèmes professionnels, la santé de ma mère, je n'avais pas le choix. Est-ce que tout cela était vrai? Demanda Priya, laissant transparaître une émotion sincère. Est-ce que tu t'es jamais soucié de moi? Même un tout petit peu? Une expression passa sur le visage d'Ahmed. Ce n'était pas tout à fait de la culpabilité, mais peut-être de la reconnaissance. « Tu es une fille adorable, » dit-il prudemment. « Mais les affaires sont les affaires, Habibti. Tu avais de l'argent, j'avais besoin d'argent. C'est simple comme bonjour. » Voilà, l'aveu. Priya aperçut l'équipe de Yasmine à travers la vitrine du café, échangeant de subtils signes de tête entre eux en civil. Mais Ahmed le remarqua aussi. Son expression changea instantanément, le masque tombant complètement. « Tu portes un micro », dit-il d'un ton neutre. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Priya sentit son sang se glacer. « Non, je... » Ahmed se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Stupide fille, tu crois que je suis seul? Tu crois que je n'ai personne qui surveille ?» Il fit un geste brusque, et soudain, 3 hommes qui étaient assis séparément dans le café se levèrent également, bloquant les sorties. « Mumbai !» cria Priya. « Mumbai !» Le chaos éclata. Yasmine et son équipe firent irruption dans la pièce, armes au poing, criant en arabe. Ahmed se précipita vers le fond du café, mais l'un des agents le plaqua au sol. La lutte fut brève et brutale. Ahmed se retrouva à terre, menotté dans le dos, continuant à proférer des menaces en arabe et en anglais. « Vous allez le regretter. Mes avocats vont vous détruire. Vous pensez avoir gagné? Cela ne change rien. » Priya était figée, les larmes coulant sur son visage, tandis que les autres clients du café la regardaient, chuchotaient et sortaient leur téléphone pour filmer. En quelques minutes, la scène serait diffusée sur les réseaux sociaux égyptiens. En quelques heures, elle se répandrait sur les sites d'information internationaux. Les gros titres s'écriront d'eux-mêmes. Jour 60. Les conséquences, une Indienne prise au piège d'un réseau d'escroquerie sentimentale au Caire. Times of India. La police touristique démantèle un réseau international de fraude. Al-Ahram, il m'a dit qu'il m'aimait. Comment les criminels organisés ciblent les voyageurs solitaires. The Guardian Priya était assise à l'ambassade indienne, lisant les articles sur un ordinateur portable emprunté. Son visage était flou sur la plupart des photos, mais son nom était partout. Priya Sharma, 34 ans, ingénieure en informatique à Mumbai. La femme qui avait été assez naïve pour tomber dans le piège d'une arnaque évidente. L'histoire qui sert de leçon. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes, parents éloignés, amis inquiets, inconnus lui offrant leur sympathie ou leur jugement. Elle finit par l'éteindre, incapable de supporter cela. Yasmine lui rendit visite le 58e jour, apportant le passeport de Priya récupéré dans l'appartement d'Ahmed lors de la descente. « Nous avons trouvé 14 autres passeports, dit-elle. Certains datent de 3 ans. Il les gardait comme des trophées. Va-t-il aller en prison? Demanda Priya. Yasmine resta soigneusement neutre. Il a été inculpé pour fraude, vol et extorsion. Mais son avocat est bon, le meilleur que son organisation puisse s'offrir. Il écopera probablement de 3 à 5 ans, peut-être moins s'il se montre coopératif et fait appel. Les tribunaux égyptiens... » Elle s'interrompit, laissant clairement entendre que le système était défaillant. La justice serait incomplète. Et les autres? Le réseau? Nous avons arrêté 2 de ses associés. Les autres se sont dispersés, probablement au Maroc ou en Tunisie à l'heure qu'il est, où ils mettent déjà en place de nouvelles opérations sous de nouvelles identités. C'est leur mode de fonctionnement, mademoiselle Sharma. Lorsqu'un endroit devient trop risqué, ils déménagent. Le réseau s'adapte et survit. Ce n'était pas la réponse que Priya attendait. Elle avait tout risqué pour aider à arrêter Ahmed, et cette victoire lui semblait vaine. Il serait libéré dans quelques années, libre de recommencer. Le réseau continuerait.
De nouvelles victimes tomberaient dans le même piège. Mais nous l'avons arrêté, ajouta Yasmine d'une voix déterminée. Pour l'instant. Et grâce à votre courage, vous avez témoigné, nous avons des preuves que nous pouvons partager avec Interpol. Le Maroc, la Tunisie, l'Espagne. D'autres pays peuvent désormais s'en servir pour monter leur propre dossier. Tu as sauvé de futures victimes, même si tu ne peux pas encore le voir. Jour 60. Retour à la maison. Le vol de Priya pour Mumbai décollait à minuit. Fatima vint lui dire au revoir, leur amitié brisée n'étant pas tout à fait réparée, mais reconnue. « Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté plus tôt, » dit Priya. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger, » répondit Fatima en la serrant fort dans ses bras. « Mais tu t'es protégée toi-même. Tu étais plus forte que tu ne le pensais. » Dans l'avion, alors que les lumières du Caire s'éloignaient, Priya se permit enfin de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle avait perdu près de 10 000 $. Elle avait perdu 2 mois de sa vie. Elle avait perdu sa naïveté, sa confiance, sa croyance que le monde était fondamentalement bon. Mais elle avait aussi gagné quelque chose. Elle avait survécu. Elle s'était battue. Elle s'était assurée qu'Ahmed subisse les conséquences de ses actes, même si elles n'étaient pas suffisantes. Et elle avait appris à reconnaître les signes avant-coureurs qu'elle pouvait désormais partager avec d'autres. Les carnets qu'elle avait tenus pendant son calvaire, dans lesquels elle avait documenté chaque interaction, chaque signal d'alarme, chaque tactique de manipulation, se trouvaient dans son sac. Yasmine lui avait suggéré d'écrire sur son expérience. Pas pour les journaux, avait-elle précisé, pour d'autres femmes, afin qu'elles puissent reconnaître les schémas avant qu'il ne soit trop tard. Alors que l'aube se levait sur la mer d'Oman, Priya ouvrit son ordinateur portable et commença à taper « Je m'appelle Priya Sharma et je veux vous raconter les 60 jours qui ont changé ma vie. Non pas parce que je suis fier de ce qui m'est arrivé, mais parce que le silence protège les prédateurs. Voici comment fonctionnent réellement les escroqueries sentimentales. Voici les signes avant-coureurs que j'ai manqués. Voici comment vous pouvez vous protéger. Ahmed Hassan Al-Mazri, de son vrai nom Ahmed Mahmoud Fauzi, a été condamné à 4 ans de prison en mars 2024. Il a purgé 18 mois avant d'être libéré sur parole pour bonne conduite. On ignore où il se trouve actuellement, mais selon certaines informations, il se serait installé au Maroc. Sur les 15 victimes confirmées, seules 3 ont accepté de témoigner. Les autres ont choisi de rester anonymes, ne souhaitant pas être exposés au regard du public. Les pertes financières totales ont dépassé les 200 000 $, la plupart des victimes n'ayant rien récupéré. La police touristique égyptienne a créé un nouveau groupe de travail spécialement chargé de lutter contre les escroqueries sentimentales, distribuant des documents d'information dans les aéroports et les sites touristiques populaires. Des opérations similaires au Maroc et en Tunisie ont été démantelées les années suivantes, l'affaire Priya servant de précédent juridique crucial. Priya Sharma a repris son travail à Mumbai, mais a démissionné 6 mois plus tard pour travailler dans une ONG spécialisée dans la protection des femmes voyageant seules. Elle parle publiquement de son expérience et a aidé des dizaines de femmes à reconnaître et à échapper à des situations similaires. Lorsqu'on lui demande si elle regrette d'être allée au Caire, elle marque une pause avant de répondre. « Je regrette d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, mais je ne regrette pas d'avoir eu le courage de me défendre. Et j'espère qu'en partageant mon histoire, je pourrai empêcher ne serait-ce qu'une seule femme de vivre ce que j'ai vécu. » Les signes étaient toujours là. La question est, les reconnaîtrez-vous avant qu'il ne soit trop tard?